Great, I think I'll get us started. Just a big hello, everyone, and welcome to today's Tous et webinar. puis Salut tout le bienvenue à notre monde, webinaire bienvenue à d'aujourd'hui. notre webinaire. Quoi de neuf en alimentation scolaire? My name is Caroline Webb, Je and I m'appelle Mon nom Caroline c'est Webb et Caroline puis Webb. je travaille à Je vis et Ottawa je sur le travaille à territoire non Ottawa sur cédé le territoire non traditionnel cédé des des Algonquins, Algonquins, les Anishinaabe Anishinaabe, et je suis et je coordonnatrice suis la des connaissances mobilisatrice pour alimentaires. Et puis la l'événement nourriture d'aujourd'hui à saine dans les l'interprétation écoles. simultanée, puis nous aurons Nous des allons gens qui vont parler dans offrir les deux langues. de Alors on vous l'interprétation encourage à tous simultanée, utiliser la fonction donc on vous d'interprétation encourage à utiliser la fonction et de d'interprétation le mettre à la langue de et vous votre choix. pouvez Et puis, vraiment voici des utiliser instructions sur la comment langue le de votre faire. choix. Alors, vous pouvez voir ici le petit globe, le symbole du Vous globe. pouvez voir C'est le celui petit qui est icône du sur votre globe barre qui à est outils. en bas à droite. Nous Dans le avons webinaire organisé le d'aujourd'hui, on va webinaire partager des aujourd'hui histoires pour partager des sur mises ces à jour par programmes. Et puis, nous rapport au avons programme des très scolaire. bons conférenciers On qui veut vont être avec entendre nous au des niveau histoires national au et niveau local. national et au niveau Mais avant qu'ils local, mais interviennent, je veux avant partager d'entendre quelques points de ces logistique. personnes partager ces histoires, je voulais donner quelques détails administratifs. Et On vous j'invite invite premièrement à changer à votre utiliser votre nom nom, organisation, sur Zoom pour et inclure puis votre votre groupe. nom, Et puis nous vos aurons près de pronoms 40 minutes pour les et le nom de présentations. votre Puis ensuite, organisation. une courte On va avoir une euh, session de discussion suite et je aux vous encourage à présentations. mettre les Pour commentaires dans les la boîte de outils. questions, vous Donc, et pouvez puis je partager vous vos questions dans souhaite le chat. euh, S'il y a du temps à la fin, on va pouvoir essayer partager des d'utiliser commentaires en toutes français ou en anglais. les sessions. Donc, on cherche à seulement enregistrer des conférenciers, mais des fois, on va changer entre un conférencier et l'autre. Et les participants qui sont là et votre vidéo, on va essayer de ne pas le faire, mais on va s'assurer que l'on va aller de l'avant. Et et on va arriver et pour les conférenciers. euh, et puis, je vous invite à tous de parler un peu plus longtemps que d'autres. Et puis, n'oubliez pas que cette fonction est là, que les interprètes ont besoin et, euh, et que d'avoir une bonne interprétation qui est claire. Et je voudrais vous conférencier et il s'appelle David Vaillancourt et puis il est le directeur général de l'ESSC puis il va parler du gouvernement fédéral et des rapports que nous avons entendus ensemble. Alors, allez-y. J'essaie d'enlever le mute. Je pense que ça a fonctionné. Oui, oui, ça a fonctionné. C'est bon. Alors, je vais sauter la première partie et c'était de me présenter. Et je suis de Développement social Canada et puis je suis là de Gatineau et puis ça se trouve sur le territoire ancestral non cédé des Algonquins. Puis c'est une rencontre et puis et c'est un plaisir de vous rencontrer à tous. Et merci to present the findings of the what we heard. ce que nous avons écouté dans le rapport et on a publié ce rapport il y a moins d'un mois. Donc, je pense qu'il y a une présentation avant. Et puis, Caroline, juste, j'ai partagé à l'avance. Comment voulez-vous procéder? Il se peut que, ben, en fait, je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, ce serait merveilleux si vous pouvez le présenter. Oui, ça a beaucoup plus de sens de regarder l'écran que de regarder mon visage. Alors, laissez-moi voir juste un instant. Euh, Partage d'écran. Alors, je pense que ça va comme ça. Oui, voilà. Je m'excuse. Je vais me rattraper un petit peu. OK, voilà.
Et en plus de notre engagement avec les intervenants, nous sommes engagés avec des partenaires et des provinces et des territoires. Et on va continuer et avec ce que l'on a entendu. Alors, comme j'ai mentionné, nous avons émis ça à Halloween, le 31 octobre, c'est quand on l'a fait. Et puis, comme j'ai mentionné, nous avons entendu beaucoup de choses de la part de nos intervenants. Nous avons organisé nos résultats à travers les 7 différents thèmes. Et c'est pas sur cette diapo, je vais les faire un par un, mais je pense que les points clés là vis-à-vis le soutien, c'est qu'il y a pas mal de soutien pour le questionnaire en ligne. C'était pas mal abondant ici avec le soutien des politiques nationales. Et puis, je vais creuser davantage dans certains des autres thèmes qui existent là. Donc, rapidement, je vais essayer de me rattraper avec le temps que j'ai perdu au début. Mais vis-à-vis certains des points de vue entendus de la part des intervenants, je pense qu'il est très clair que euh, où la grande majorité des intervenants ont des différents avantages associés à ces différents programmes. Pour l'alimentation à l'école, ils ne donnent pas ils donnent pas juste à manger aux enfants, il y a plein d'avantages et de potentiel pour les frères et ça va montrer les impacts, y compris concernant l'économie alimentaire. Et puis, il y avait aussi des questions d'alphabétisation alimentaire qui font partie de comment les programmes scolaires peuvent être entendus et ça peut être développé aussi. Comme ça, puis nous avons entendu pas mal d'engagement de la part des Autochtones et au sujet de comment répondre et quel est le rôle des peuples autochtones et puis fournir des différents programmes qui peuvent répondre aux enfants autochtones, évidemment de près de notre engagement autochtone, mais également vis-à-vis de l'engagement à partir de tous les intervenants sur comment cette composante clé devrait fonctionner. Évidemment, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles partagées, pas mal de choses positives, mais il y avait également pas mal de choses qui étaient rehaussées lors de notre engagement autour de certains des défis concernant l'infrastructure, un écart qui existe avec certains des défis, comme les différentes questions personnelles. Et puis, dans certains endroits, il y avait également des données pour aider à former le tout. Vis-à-vis les choses que les intervenants ont rehaussées, ce qu'ils voudraient voir dans la politique, je pense qu'il y avait quelques mots qui, je pense, vont aider à cristalliser le tout. Je pense que la flexibilité a été un thème récurrent de la part de tous les intervenants sur l'importance de permettre la flexibilité pour vraiment saisir certaines des recettes gagnantes et de vraiment permettre des décisions locales vis-à-vis comment bâtir sur les programmes existants. Puis je pense que l'autre enjeu que je voudrais indiquer, c'est la stigmatisation ou atténuer toute stigmatisation concernant l'accès à programme d'accès à la nourriture à l'école en tant que point clé pour la participation. Et puis ceci a été rehaussé systématiquement. C'est quelque chose qu'il faut être capable d'informer. C'est une politique qui doit être vraiment informée pour empêcher la stigmatisation, pour permettre. Oh, OK. Il y a eu de la compétition. Um, and then, and I, the children engagement. So as I mentioned at the outset, we did engagement with youth. l'engagement et avec les enfants. Et puis, c'était très intéressant d'aller dans les écoles et de parler aux enfants directement. Et pas mal de points de vue ont été partagés par les enfants. Et puis, c'est très informatif et vraiment, ça renforce ce que nous avons entendu de la part de d'autres intervenants dans leurs propres mots et certainement ne pas s'éloigner des opinions, puis vouloir faire partie et vouloir informer, par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent et comme partie du programme d'alimentation. Donc, c'était très intéressant comme composante. Et puis, ce que nos étapes suivantes, on se concentre sur le développement et le perfectionnement de cette politique en utilisant l'introspective que nous avons obtenue de la part de notre engagement. Et lorsque l'on continue notre travail, on s'engage à collaborer avec les provinces et les territoires et les partenaires et, et
Ça fait partie de l'aventure et puis je pense que nous allons continuer à le faire comme ça. Dorénavant, nous allons également travailler avec plusieurs différents collègues au niveau fédéral lorsqu'on va de l'avant avec cette politique. On reconnaît que avec les coûts accrus sur la nourriture, mettre plus de pression sur les familles, ça exacerbe l'insécurité alimentaire et puis ça peut faire partie de la solution pour alléger ces enjeux qui sont peuvent être très graves. Donc, c'est pour ça qu'en plus du développement de la politique, nous continuons à explorer les différents mécanismes et approches qui pourraient être utilisés dans cette programmation et d'un financement à l'autre. Merci encore une fois pour m'avoir invité et j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Fantastique, merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous avoir ici puis de partager ce que nous avons entendu vis-à-vis des rapports. Et puis, je vous invite à mettre toutes vos questions dans le clavardage et puis nous allons, espérons, avoir quelques minutes pour adresser ça. Et nous, nous allons passer au conférencier suivant. Euh, et on a demandé de donner un rapport sur les rencontres où elle a participé à Saskatchewan et et le raisonnement pour le tout. Et Kimberly est dans un train pour Ottawa maintenant, puis elle va venir pour un événement que nous avons planifié et nous allons le partager avec les conférenciers. Mais elle a préparé une vidéo pour nous à la place que l'on veut montrer au sujet de son temps au sommet de Paris et le raisonnement qu'elle a fait. Et puis, si quelqu'un a des questions, on peut répondre à certains d'entre eux ou on veut revenir directement à Amberley pour essayer de répondre à certains de ceux-ci par la suite. Alors, je vais partager mon écran et je crois qu'il y a une vidéo à vous présenter aussi. Vous le voyez? OK. Et puis maintenant, le grand test, si le volume fonctionne. On verra tout de suite. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amber Leavitt et Euh, je fais mon post-doctorat à l'Université de Saskatchewan en coprésident avec le groupe de travail sur l'alimentation. Et puis, dans mon aperçu de 7 minutes, on m'a demandé de donner un rapport sur mon temps à Paris, à la première réunion mondiale de la Coalition pour l'alimentation scolaire et quelques faits saillants sur mon nouveau rapport que j'ai complété avec des collègues sur le raisonnement économique pour investir dans les repas scolaires au Canada. Pour commencer avec Paris, en octobre dernier, c'était le premier sommet pour les repas alimentaires à l'école. C'est un rapport sur le progrès depuis que ce groupe a été créé. J'ai été demandé de participer de la part de la coalition qui s'appelle School Food et puis j'ai fait le lien avec le consortium et j'avais fait du travail là-dessus sur le développement des études de cas au Canada, c'est-à-dire c'est un aperçu de ce qui se fait. Et et il y a plus de 150 ONG qui ont participé à ce premier sommet à Paris le mois dernier. Euh, à- Au procès, nous avions 28 pays qui ont rapport sur leur progrès et il y avait 7 nouveaux pays qui se sont joints à cette coalition. Et il y a plein de choses à signaler, mais juste pour en noter une, il y avait des partenariats qui ont été annoncés avec des agences partenaires avec cette coalition pour fournir de nouvelles ressources. Et une que je voulais partager, c'était celle de l'initiative des initiatives. Et ça a aidé avec plusieurs différentes choses, y compris avoir un meilleur accès aux différents financements pour les pays et puis améliorer les politiques et les cas de travail et améliorer la participation dans les différents aliments ou fermes à l'école. C'est ça ce que l'on appelle au Canada. Et dernièrement, la dernière grande annonce, c'est que le Brésil est le nouveau coprésident de ce groupe et puis il sera le hôte du prochain sommet en 2025.
Et si vous voulez voir un aperçu complet, ça se trouve sur le post, pardon, le blog que j'ai affiché. Et ça donne tous les détails de ce qui s'est passé. Et je dirais également que moi-même, avec Breakfast Clubs of Canada et Junior Berry, nous étions là et nous représentions les programmes canadiens. Et au centre, nous avons Heidi Kessler. Heidi Kessler est gestionnaire de programme avec la Fondation de la nutrition. Et puis, ils ont mené le travail sur le développement des données mondiales et de récupérer et analyser les données mondiales sur les repas à l'école. Et puis, ils avaient également une annonce qu'ils allaient animer leur prochain forum à la fin de 2024. Donc, il y aura plus de détails à suivre là-dessus. En ce moment, je vais passer au rapport. Alors, par présentation, ce rapport a été euh, commissionné par la Fondation. Puis il y avait une partie qui manquait dans le casse-tête, c'était de développer un raisonnement économique pour investir dans différents programmes pour le Canada. Et ça, c'était vraiment une introspective sur les différentes façons dont il y a un impact multisectoriel dans l'investissement dans les repas à l'école, y compris dans les différents pays. Et alors, moi-même et des collègues, surtout Gabriel Edwards Zhang, nous avons regroupé ceci dans un rapport sommaire sur plusieurs différents bénéfices que nous pouvons nous attendre avec les repas, puis faire cet investissement chez nous ici au Canada. Vous pouvez avoir l'accès à ce rapport sur mon site web et ceci étant dit, je vais creuser davantage dans des points clés parmi ceux qui sont inclus dans ce document que vous pouvez vérifier ultérieurement. La première qui est très pertinente en ce moment, étant donné la crise d'abordabilité, c'est comment l'accès à ces repas pour les parents peut donner beaucoup d'aide aux différents budgets à la maison. Donc, si on regarde les données des États-Unis et leur accès à leur programme gratuit de petit déjeuner qui grandissent rapidement et qui était complètement gratuit pendant la pandémie, si on prend tout ça, et ces dépenses dans le budget familial, les familles pouvaient s'attendre à économiser en dollars canadiens entre 130 à 190 dollars par enfant par mois dans leurs épiceries. Et puis ça veut dire que si ces repas étaient fournis aux écoles gratuitement, que cet argent pourrait être dépensé dans leur budget alimentaire. Une autre façon de le voir, c'est que les familles qui ont deux enfants pouvaient économiser entre 2600 dollars et 3800 dollars ou 19 à 28 de leur budget alimentaire pendant toute l'année scolaire ou disons 10 mois. Donc, de grandes économies, un grand impact vis-à-vis comment on peut fournir de l'aide aux familles présentement. Si on voit des impacts à long terme, il y avait deux études qui ont été faites en Scandinavie. Mais je vais parler de celle de la Suède. Et ils ont trouvé que les interventions avec des repas gratuits lors de l'année primaire d'un enfant sur 9 ans, ça avait démontré d'augmenter les actifs une moyenne de 3% pour tous les étudiants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait un plus grand avantage chez ceux qui étaient dans le quartier le plus faible de revenus par domicile. Alors, avec cette différence, ça veut dire que l'accès au lunch gratuit en Scandinavie pendant ce temps-ci et pendant euh, la vie d'un enfant, en fait, ça réduit les inégalités à l'âge adulte. Donc, ça, c'est pas juste à court terme, c'est également à long terme. Et ce programme a un impact massif. Et lorsque vous savez, beaucoup plus d'actifs à la maison, vous avez de plus grands PIB et puis vous pouvez voir l'effet à travers l'économie, juste pour résumer. Bref. Dernièrement, par sommaire, encore une autre question, c'est que si on voit vis-à-vis de l'investissement avec
aux revenus, ça c'était très bien documenté. Et puis, je dirais plutôt qu'il y avait beaucoup d'autres études dans les nations en développement. Et puis, nous pouvons voir que parmi les revenus, les pays aux revenus, au moins 2,5 à 7 retournent dans les éditions, puis dans les différents pays. Et les références ici pour ces études sont respectivement pour l'étude en Suède. Et puis, juste pour conclure, c'est que la pièce la plus intéressante, c'est que lorsque les économistes, avec l'étude, ont vu la différence et les avantages concurrentiels, notre programme en Suède est, en comparaison à un programme très standard aux États-Unis, vis-à-vis le programme Head Start qu'ils ont là-bas. C'est un programme de nutrition pour les enfants dans l'âge précoce. Ils ont trouvé que ce programme avait un meilleur rapport de prix vis-à-vis de la qualité. Donc, ça montre l'impact et les investissements lorsqu'ils ont investi dans ces différents programmes scolaires. Euh, pour conclure, je sais que je n'ai plus le temps de continuer, mais je voulais juste noter qu'il y a des ressources qui vont arriver très bientôt. Certains des résultats clés vont se faire avec des graphiques visuels et puis ce sera ensuite des présentations par et tout ça, ce sera disponible sur le site web de Arrow Food Institute. Alors, restez syntonisés et puis je m'excuse que je ne puisse pas être avec vous pour les questions-réponses, mais vous pouvez me contacter ici à mon adresse courriel. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente journée. Oh, elle est sur mute. Caroline, you're on mute. Ah, merci. Je voulais juste partager un grand merci à Amberly et puis je vais donner un grand remerciement en personne demain. Mais comme j'ai dit, si vous avez des questions lors de cette conversation, vous pouvez mettre dans le clavardage et puis on peut les adresser si on peut ou donner à Amberly puis elle peut répondre éventuellement si elle peut puis si nous avons son adresse courriel. Alors ce serait formidable. Alors maintenant, nous avons eu des défis. Nous sommes arrivés à notre capacité maximale de 100. Nous avons essayé de maximiser la capacité, puis on s'excuse si vous avez juste été capable d'arriver à webinaire en ce moment. Ouais, nous nous excusons pour ça. Nous aurons l'enregistrement qui sera disponible par la suite aussi. On pourra le partager avec vous par la suite. Mais on s'excuse énormément du fait que nous avions une capacité maximale de 100 participants seulement. Maintenant, nous avons Jean-François. Jean-François, êtes-vous là? Oui, 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 je suis là. J'ai été admis. Euh, je me suis infiltré. Non, je vais vous donner un instant pour vous installer, puis ensuite on ira. Est-ce que ça va? Vous voulez aller tout de suite? Non, non, ça va, je peux aller tout de suite. OK, merci. Je peux le faire en anglais si vous voulez. Ce serait bien si vous pouvez parler en français, si vous pouvez. Oui, OK. Oui, OK, pas de problème. S'il y a des questions, je peux, je n'ai aucun problème. Projet de la tablée des chefs au niveau de la littératie alimentaire. Peut-être vous dire, vous m'entendez bien, oui? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, peut-être vous parler. En fait, je suis vraiment, vraiment content de voir comment on réussit à faire bouger les choses tous ensemble. Je dois vous le partager. Je pense que on n'a jamais été autant ensemble et unis et briser les silos. Je pense que c'est important aux yeux du gouvernement pour qu'eux bougent finalement et qu'ils sentent que tout le monde est mobilisé dans la même et veut aller dans la même direction. Donc, je pense que ça, c'est la première des choses que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur. J'ai fondé la Table des chefs en 2002. Et, et je suis vraiment heureux de voir tout le monde se mettre ensemble, incluant le Club des petits déjeuners qui est avec nous. Et on travaille malgré nos différences, malgré nos couleurs, malgré nos intérêts qui sont communs, mais aussi on a tous nos organisations, on a tous nos réalités. Je pense que c'est important de continuer de travailler ensemble puis de trouver les bridges puis les synergies entre nos actions. Donc, peut-être vous parler des brigades culinaires. C'est le projet phare de la Tablée des chefs. On a commencé à l'époque dans 4 écoles secondaires avec des indices de défavorisation les plus élevés à la Commission scolaire de Montréal à l'époque avec Diane de Courcy. Je vous parle de ça, c'était en 2006.
quand on a commencé les premiers ateliers. On était à Saint-Henri, on était à Pierre-du-Puy, dans Hochelaga-Maisonneuve et dans le quartier Saint-Michel, à Louis-Joseph Papineau. Ce sont encore des écoles qui sont cotées 10 en ce moment. Ça fait plus de 17 ans, puis ces écoles-là sont encore dans les mêmes indices. C'est dommage. Mais on arrive à faire des actions qui sont quand même intéressantes. Et les brigades culinaires, en fait, c'est un programme parascolaire, mais qui agit aussi dans la vie étudiante. Donc, on jumelle un chef à une école et on intervient pour 24 semaines dans l'année scolaire. On crée une place, en fait, c'est principalement les anciens locaux d'économie familiale qu'on reprend parce que les cours d'économie familiale ont été abandonnés au Québec. Et on met en place, on renipe un peu ces locaux-là parce qu'ils ont été un peu défraîchis ou ils ont changé de vocation. Donc, on ramène la vocation originale et on ramène certains équipements, on rééquipe les cuisines avec des accessoires de cuisine et surtout, on jumelle un chef passionné qui a envie de partager ses connaissances et développer les compétences des jeunes pour 20 à 25 jeunes. Donc, c'est gratuit. Les jeunes peuvent s'inscrire comme ils s'inscriraient à l'équipe de basketball ou à la troupe de théâtre de l'école ou aux bandes de musique de l'école. Et ils vont vivre l'expérience des brigades. Ils vont jumeler en équipe. Donc, quand on parle de brigade, ben, c'est une équipe de basket, une troupe de théâtre. Ben, dans une cuisine, une cuisine ne peut pas fonctionner sans travailler en brigade. Donc, les brigades, c'est l'équipe. Et donc, il y a 4 à 5 équipes de 4 à 5 jeunes, tout dépendant de l'espace disponible dans les écoles, de la dimension du local et des espaces pour pouvoir recevoir les jeunes. Il y a un chef qui vient à chaque semaine à la rencontre de ces jeunes-là pour partager différents ateliers, différentes thématiques. On a monté un programme. On est heureux, on est chanceux à la tablée de chef maintenant d'avoir une équipe de nutritionnistes incroyable, très, très déterminée et très compétente et très passionnée dans ce qu'ils font. Donc, on jumelle vraiment la cuisine, la nutrition et on a monté un programme, je pense, de très grande qualité qu'on a toujours bonifié, qu'on a toujours évalué aussi. Et maintenant, ce programme-là est offert au Québec grâce à différents financements qu'on est allé chercher à l'époque de Québec en forme, transité vers le secrétariat à la jeunesse, des partenaires corporatifs qui, dans leur investissement communautaire, comme IGA, Sobeys, qui est un de nos très grands partenaires au niveau des brigades culinaires. On le sait, là, on ne pourrait pas faire des ateliers de cuisine sans avoir des aliments. Donc, IGA nous aide avec cette portion-là. Et on est heureux, on est chanceux de recevoir 50 de financement gouvernemental pour le programme des brigades culinaires. Donc, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Québec finance 50 du programme des brigades culinaires. Les écoles payent 2 000 $ pour le programme. Le programme coûte environ 11 000 $. Et le reste, c'est séparé 50 ministère de l'Agriculture. Par la suite, c'est les financements privés, philanthropiques, des fondations comme la Fondation Marcel et Jean Coutu et d'autres fondations. Donc, pendant ces semaines-là, le chef vient à la rencontre des jeunes. Les jeunes ont une petite compétition entre eux et à la fin du programme, on leur fait vivre une compétition culinaire inspirée du réseau du sport étudiant. Donc, vraiment, une compétition d'abord au niveau de l'école entre eux. Et on nomme la meilleure brigade de l'école. Et par la suite, il y a une compétition inter-école régionale et on amène finalement au national et on a une finale où on amène les 4 meilleures brigades du Québec où on crée des sous-régions. Et on a finalement la meilleure équipe de l'extérieur du Québec maintenant. Donc, on fait encore une fois une compétition par province. Et qui est virtuelle jusqu'à temps qu'on soit à un certain niveau d'école dans certaines provinces. Ça s'en vient parce que juste au Manitoba, on a 18 écoles déjà qui sont inscrites dans la grande région de Winnipeg. C'est vraiment super stimulant de voir l'intérêt pour le programme à l'extérieur du Québec. On dépasse maintenant les 50 écoles à l'extérieur du Québec. C'est vraiment, vraiment intéressant. On a commencé avec un financement de la Fondation McConnell pour faire un projet pilote. On avait seulement 4 écoles et aujourd'hui, on est rendu à plus de 50. Puis le plan serait d'être dans 150 écoles d'ici les 3 prochaines années au niveau des brigades à l'extérieur du Québec. Sachez que 50 des écoles sont données en francophonie et l'autre 50 sont données en anglais. Et au Québec, on a des écoles du English School Board qui aussi donnent le programme en anglais. Donc, le programme est bilingue, traduit. Les documents de le cahier de l'élève, le cahier du formateur sont aussi bilingues.
Et ce programme-là, maintenant, au Québec, est donné dans 250 écoles secondaires. Donc, sachez qu'il y a environ 400 écoles secondaires publiques au Québec. On est dans 250 de ces 400 écoles-là. Et on a déposé au gouvernement du Québec, au ministère de l'Agriculture et à Solidarité sociale, un plan de financement qui nous amènerait à pleine accessibilité d'ici les 5 prochaines années. Donc, imaginez-vous, après tout le travail qu'on a fait, d'arriver à un programme, je suis un petit peu émotif, d'arriver à un programme qui rejoindrait plus de 8000 jeunes au Québec. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est vraiment un travail, vous le savez, vous travaillez tous très fort dans chacune de vos régions, dans chacune de vos villes, avec chacun de vos gouvernements, puis des partenaires que vous mobilisez. C'est un travail qu'on porte et qu'on travaille très fort. Et quand on a des résultats comme ça, ben, c'est sûr qu'après 20 ans de travailler là-dessus, ben, ça nous apporte un certain réconfort. Mais on ne s'assoit pas sur nos lauriers, comme on dit. Et on travaille fort pour améliorer le programme constamment, le rendre accessible, comprendre la réalité de chacun des milieux et essayer de s'adapter au milieu. Puis au niveau des écoles, il y a toujours un intervenant scolaire qui est mobilisé. Et Une minute, Jean-François. il y a certaines conditions aussi qui sont nécessaires. Peut-être rapidement, là, en vous parlant du programme Cuisine ton avenir, qui est un programme qui rejoint les jeunes issus de la protection de la jeunesse en transition vers la vie autonome, 15 à 19 ans. Donc, vraiment une période cruciale pour leur capacité de développer leur autonomie alimentaire avant la prise en charge de leur alimentation. On va se le dire beaucoup trop tôt dans leur vie parce que la moyenne canadienne qui quitte la maison, c'est entre 22 et 24 ans. Ces jeunes-là vont quitter la maison, vont devoir être autonomes à 18, 19 ans. Et donc, développer leur autonomie alimentaire, c'est une grande priorité de la Tablée des chefs et des intervenants du milieu de la protection de la jeunesse partout au pays. Donc, au Québec, on est dans plus de 60 milieux. Et partout au Canada, on est dans tous les centres jeunesse au Québec, en fait. Et partout au Canada, on a distribué plus de 3000 trousseaux brise-glace pour initier les jeunes à la cuisine avec un intervenant ou un parent significatif pour justement briser l'anxiété, diminuer l'anxiété dans cette phase-là qui est cruciale du cheminement vers la vie autonome. Parce qu'on le sait, les jeunes développent une grande anxiété. Ils ne savent pas comment ils vont pouvoir se débrouiller. Imaginez avec l'inflation, le coût des aliments. Si on ne sait pas cuisiner, on a un vrai gros problème. D'abord, cuisiner pour soi, mais aussi si on a des gens avec nous, une famille. Nous, on a 5 enfants à la maison. Je ne peux pas croire que des gens qui se retrouvent avec un budget extrêmement restreint et qui arrivent à nourrir leur famille actuellement, c'est extrêmement compliqué. On le voit un peu partout. Donc, merci de nous avoir donné l'opportunité de parler un peu plus des programmes. Si vous avez des questions, je serai ouvert aux questions. Vous pouvez toujours m'écrire aussi. Puis, on a une équipe très dynamique, Geneviève Massé, que vous avez sûrement déjà rencontrée, qui est notre directrice de programme pour le volet éduqué à la tablée. Donc, merci encore pour l'opportunité de partager notre passion pour l'éducation alimentaire des jeunes. Merci beaucoup, Jean-François. Et comme des personnes ont dit dans le chat, félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est grand. Le travail de votre équipe est tellement inspirant et nous apprécions vraiment que vous l'avez partagé avec nous. Si vous avez des questions pour Jean-François, vous pouvez les mettre dans le boîte de chat. Et il y a une question déjà. Et il a été répondu. OK. Merci. Merci beaucoup. So our next speakers are Tammy Shakoko and Steph Foster, and they will be speaking to you about Nos prochains invités sont Sherry Kokoko et Sherry Foster. Elles vont nous parler du projet Whole Foods à Saskatchewan. Bonjour. Bon, je pense que je vais partager mon écran. Everyone can see that? Yep. Est-ce que tout le monde peut voir? Super. Merci encore pour l'invitation, Caroline. On est très excités de pouvoir parler de notre projet aujourd'hui. On est ici depuis le School Food Development Project, qui est basé à l'Université de Saskatchewan. Notre directeur est ici avec nous sur la réunion Zoom quelque part. Moi-même et ma collègue Tammy Shakoko nous allons partager l'information sur notre projet. Vous devez savoir que nous avons
un personnel vraiment incroyable qui nous aide avec ce travail. La coalition est aussi un partenaire important et l'organisation canadienne Feed the Children. Par rapport au design de notre projet, l'Université de Saskatchewan, financée par l'Organisation pour la santé publique du Canada, nous travaillons avec 12 écoles à travers Saskatchewan, 3 à Saskatoon et 9 de Edo Lake Tribal Council. Et nous opérons depuis les terres du traité 6, 8 et 10, les territoires des personnes métis, les nations métis. Comme vous pouvez le voir sur la carte de Saskatchewan, nous sommes assez diversifiés dans nos milieux. Nos communautés peuvent être 600 km, jusqu'à 600 km de distance qui les éloignent. C'est des communautés isolées parfois. Et cela a créé beaucoup de nouveaux apprentissages pour nous. L'objectif principal de notre projet, c'est de regarder les caractéristiques idéales des programmes alimentaires dans les écoles. Au centre de notre réflexion, c'est les communautés autochtones, les connaissances autochtones et la souveraineté alimentaire autour de la discussion sur la politique alimentaire nationale. Merci, Steph. Donc, le programme de développement alimentaire pour les écoles, c'est euh, un modèle qui a été co-construit. Ça veut dire que les communautés et notre organisation sont des partenaires égaux. Le modèle veille au respect, un engagement respectueux des communautés, que ce soit le personnel, les communautés, les gens qui travaillent sur le projet. Un des principes importants que l'on suit, c'est les principes OCAP, c'est-à-dire le contrôle, l'accès, la possession et la propriété de, de, du processus et des données. On veut vraiment respecter ces principes et nous sommes très ouverts par rapport à la discussion de comment les données, l'information est gérée à travers ce projet. Un autre principe important, c'est la souveraineté alimentaire. On reconnaît que la nourriture, l'alimentation est un droit humain, mais aussi un pilier important de la santé et du bien-être des communautés autochtones, notamment à travers la culture et l'environnement. Donc, on veut veiller à ce que les communautés aient accès à des systèmes d'alimentation durables et qui sont vraiment portés par la communauté. Certains de nos thèmes clés qu'on a inscrits ici sont issus des discussions qu'on a eues, des sondages que nous avons faits, des groupes de discussion, des discussions de groupe plutôt, et des scans environnementaux. Nous avons collecté ou recueilli plutôt plusieurs thèmes que l'on voit apparaître dans des écoles partout. Il y en a certains qui reviennent moins souvent. Et toutes les écoles ont des différents modèles. Parfois, certaines écoles offrent seulement le dîner, certaines offrent seulement le déjeuner. Donc, évidemment, c'est différent pour toutes les écoles. Un des thèmes qui revient le plus souvent, c'est le besoin pour du financement à long terme et du financement stable. La plupart de ces programmes ne peuvent pas opérer sans financement et sans du financement à long terme. Comme ça, on n'a pas l'obstacle de devoir réécrire des demandes de subventions à chaque année. Ça peut prendre énormément de temps pour les écoles de demander ces bourses et ces opportunités et la documentation et le reportage qui est nécessaire. Tout cela prend énormément de travail. Donc, le financement revient en tant que thème pour toutes les écoles avec lesquelles nous travaillons.
Un autre thème qui revient, c'est le besoin pour du personnel, des opportunités pour des formations et des opportunités pour le personnel. Donc, on a remarqué que les cuisiniers d'école sont une pièce clé dans tous les programmes. Souvent, ça peut être des maires, des communautés ou d'autres personnes qui sont affiliées avec l'école. Ils sont là pour vraiment soutenir l'école. Ce sont des emplois qui ne sont pas à temps plein. C'est saisonnier aussi et ça ne paye pas énormément. Donc, c'est difficile de vraiment conserver le personnel. Il y a beaucoup de roulements. Il y a très peu de sécurité au niveau de la retraite ou l'avancement professionnel. Donc, on voit que c'est un thème où est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Le personnel voudrait voir plus d'opportunités pour le développement professionnel et les gens aimeraient voir des gens qui sont déjà formés euh, au niveau alimentaire de venir partager leurs compétences et leurs connaissances. L'autre thème, c'est l'équipement et l'infrastructure. Les équipements scolaires sont souvent, ce sont des équipements résidentiels, c'est-à-dire ils ne sont pas industriels, ils ne sont pas faits pour le niveau commercial de l'alimentation. Donc, on vise à vraiment augmenter la qualité de l'équipement pour passer du niveau résidentiel au niveau commercial. De cette manière, la production et le service sera plus efficace. On pourra nourrir plus de jeunes et on pourra faire une meilleure conservation des aliments. Si on est dans une communauté qui est à 600 kilomètres d'une épicerie, on aura besoin de suffisamment d'espace dans les euh, congélateurs et dans les réfrigérateurs. C'est essentiel pour un programme résilient et efficace. Le quatrième thème, c'est l'accès à des ressources alimentaires de haute qualité avec un prix raisonnable. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au prix élevé sur les marchés, mais aussi la variabilité dans la qualité et la disponibilité des aliments qui sont requis pour leur programme. Certains membres du personnel ont mentionné que lorsque les prix sont augmentés ou sont très élevés, la première chose à être enlevée des menus, c'est les fruits et légumes. Cela veut dire qu'on enlève des aliments entièrement pour essayer de respecter leur propre budget. Certaines écoles envoient les cuisiniers acheter les aliments eux-mêmes sur des longues distances parfois pour ramener les aliments à l'école. Et on voit que ce n'est pas efficace au niveau du coût. Euh, et ça peut varier pour les différentes écoles, mais c'est une chose qu'on peut améliorer. Et le cinquième thème, c'est que on voit que l'alimentation et le programme doivent être culturellement appropriés et culturellement euh, euh, doit offrir un soutien culturel. Donc, on voit que beaucoup d'apprentissage pourrait être amené dans ce domaine et plus de culture et d'apprentissage culturel pourrait être inclus dans les programmes. Au niveau des étudiants, les étudiants souhaitent qu'ils puissent vraiment avoir plus de contributions par ces programmes à leur bien-être et au bien-être de leur communauté. Ce que l'on sait maintenant par rapport à l'évidence, c'est que avec ce type de programme alimentaire, ils sont mieux capables de se concentrer et ils se présentent de manière plus régulière et de manière plus euh, stable à leur cours et à leur école lorsqu'ils ont des programmes alimentaires de ce type. Merci énormément, Tammy et Stéphanie, de nous avoir partagé cela. C'est super intéressant de voir comment
on peut faire pour améliorer et quels thèmes sont vraiment mis de l'avant pour votre programme. Merci beaucoup. Notre prochain orateur, euh, c'est Hugues Vaillancourt. Euh, il Et on va jouer une vidéo parce que malheureusement, il n'est pas disponible. Carolyn, we don't have sound. Nobody can hear? I will try again. Yes, I have the sound. We I can hear. I can hear. Oh, Yeah, okay. I think Hear as well. you're okay. Yeah. Okay, thanks everyone. I'll Sorry. play again. Maybe just people who don't hear the sound, try to turn it up on your computer. Okay, I'll play again. Thanks all. Healthy eating habits, not just about what they eat, but how they eat. And Lunch Lab really builds off of that. La saine alimentation, c'est pas seulement ce qu'ils mangent, mais c'est à propos de comment ils ou elles mangent. À travers ces programmes, vous allez avoir de la nourriture excellente et vous allez en apprendre énormément aussi. Lorsque vous goûtez cette nourriture, vous dites, waouh, ça goûte super bon et c'est un jeune de 12 ans qui l'a fait. C'est incroyable. Ce qui devrait être la partie la plus excitante d'une journée scolaire, c'est l'alimentation. Nous avons maintenant une vidéo très courte de Brent qui explique pourquoi Brent se rend jusqu'à Ottawa. Bonjour, désolé de ne pas pouvoir me joindre à vous aujourd'hui. Je suis actuellement sur un vol de Vancouver jusqu'à Ottawa. Demain, je vais courir 200 tours autour du Parlement pour demander au Canada d'honorer leur engagement pour 200 millions de dollars par année pour un programme national alimentaire pour les écoles. Je vais prendre une pause à 11h30 pour une conférence médiatique où moi-même et d'autres membres de la coalition vont pouvoir parler aux médias. Merci pour tout votre soutien et vos souhaits. J'anticipe de pouvoir travailler avec vous pour vraiment faire un plaidoyer pour un programme alimentaire national pour les écoles au Canada. Un grand merci à Brent et je vais passer la parole à Debbie. Peut-être que vous pouvez parler de quelques autres aspects du voyage de Brent vers Ottawa. C'est super de pouvoir être avec vous et c'est super que tellement de personnes voulaient participer qu'on pouvait à peine les contenir ici dans Zoom. Encore, on s'excuse pour la technologie. On ne demande pas souvent aux gens de se préenregistrer, mais on essaie d'en savoir un peu plus sur qui se joint à nos réunions. Donc, on essaie de s'ajuster avec cette technologie. J'ai été vraiment marqué par la manière dont tous les orateurs se sont rejoints sur les différents points. Ça m'a donné des frissons à penser à comment loin on a fait comme trajet ensemble sur cette mission. J'ai eu une réunion avec la coalition pour les repas scolaires et c'était là que Amber se trouvait. C'était incroyable de se retrouver avec des gens de partout dans le monde qui sont tous engagés, comme nous, envers des repas sains et santé à chaque jour pour les enfants d'ici l'an 2030. C'est l'année des objectifs du développement durable et le Canada s'est engagé sur ceci. Et ce que j'ai dit notamment à ce moment-là, c'est que cette réunion s'est donnée en plein milieu de
beaucoup de violence à Gaza et en Israël. La crise continue au Soudan, en Ukraine, et tant de différents problèmes. Et pourtant, les repas scolaires parvient à rester un espace ou un sujet qui donne espoir parce que c'est non partisan et les gens qui sont engagés sur cet enjeu continuent à faire avancer notre mission. À chaque jour, les jeunes accèdent des repas dans leur école. Et le mouvement pour les repas scolaires commence vraiment à incorporer le développement durable, d'entendre que la France rejoint le Brésil pour regarder à des objectifs de procurement locaux avec 50% local et 50% de production organique. C'est incroyable comme objectif. Le Brésil est un leader sur ce front. Lula, le président du Brésil, le précédent président du Brésil, est maintenant en discussion avec Emmanuel Macron. Et on a deux leaders internationaux qui s'entendent sur ce message. Donc, on espère vraiment que le gouvernement canadien va nous entendre. Il va prendre action et qui vont s'aligner sur les trouvailles du rapport et les valeurs de notre coalition. Stéphanie et Tammy, dans leur présentation, ont vraiment répondu à certaines de ces questions. Et Jean-François nous montre comment la sensibilisation aux enjeux alimentaires, c'est aussi une partie vraiment importante. On espère que le prochain budget va inclure ces enjeux et euh, on sait que c'est pour cette raison que Brent va courir autour du Parlement ou la pelouse du Parlement 200 fois. Et il y a un ministre qui va recevoir une lettre euh, et je sais que plusieurs d'entre vous ont écrit des lettres au Premier ministre Trudeau. Donc, voilà pour un sommaire de tout cela et on peut prendre des questions maintenant. Merci, Debbie. Ça m'impressionne toujours de savoir combien de différentes choses se passent et combien de mouvements il y a sur cet enjeu. On a on a peut-être une question. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat. Euh, Quelqu'un a demandé quelle est la prochaine journée pour le sommet pour les repas scolaires. On va vous revenir sur cette date. Ah, bon, quelqu'un a écrit dans le chat 2025. Merci, Amberly. On a une question. Avez-vous une place? Donc, pour avoir écouté les présentations qui m'ont succédé, j'aimerais répondre le plus tôt possible. Mais ce que je vais répondre à la place, c'est je pense qu'on est conscient des besoins puis on fait ce qu'on mieux. Et ce que rajouterais, c'est que euh, je pense que Brent et toutes les activités que la coalition a fait au cours de la dernière année et plus sont très utiles à faire avancer. Donc, je pourrais peut-être dire de ralentir, mais au contraire, je vais continuer de vous encourager à porter la voix et du besoin de mettre en place la politique et le programme. Merci beaucoup. Nous allons continuer. We'll switch to some English questions now. On va aller vers des questions en anglais. Encore pour vous, Hugues, est-ce que la collaboration avec d'autres y inclut Santé Canada? Est-ce que la collaboration inclut est-ce que Santé Canada effectivement, la réponse courte, c'est que oui, on inclut les agences de santé publique, Santé Canada, Service Canada dans cet effort. C'est une approche qui englobe les différents départements du gouvernement. Et en fait,
ça résume ce que c'est l'alimentation dans les écoles. C'est quelque chose qui englobe l'ensemble du pays, tout un chacun et tous nos départements. Merci pour cette clarification. Il y avait une autre question dans sur ce même sujet. Certaines personnes étaient curieuses par rapport à la réduction de la stigmatisation essayer de prioriser l'universalité plutôt que des solutions qui sont testées, évaluées à travers des processus très rigoureux. Bon, je dirais qu'il y a un bon soutien dans notre organisation pour des programmes universels. Il n'y a pas de modèle unique pour un enfant qui a faim. Ils sont tous différents, ils ont tous des besoins différents. Et je pense que ce qui devient pratique pour nous, c'est de réaliser où nous sommes aujourd'hui plutôt que ces programmes qui ne sont pas tout à fait universels. Ce qu'on comprend de notre côté, c'est qu'il y a des manières de fournir des programmes qui ne stigmatisent pas les jeunes ou les familles. Et il y a des différentes manières d'atteindre cet objectif, que ce soit cibler des étudiants particuliers avec des besoins ou des caractéristiques socio-économiques spécifiques, des quartiers avec des besoins spécifiques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans avoir des programmes qui sont soi-disant universels. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vais repasser la parole à Debbie. Elle a d'autres commentaires qu'elle aimerait faire et ensuite on va fermer cette portion de la discussion. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'avec tout le travail qui a été fait au niveau fédéral l'année dernière, au cours de la dernière année, pardon, on a vu beaucoup d'avancées dans les engagements des gouvernements provinciaux et fédéraux. Nous étions vraiment très heureux lorsque la Colombie-Britannique a créé une nouvelle avenue pour le financement sur une période de 3 ans qui allait vraiment créer une différence énorme pour vraiment acheminer 70 millions de dollars lors de la première année. On a vu des plus petites augmentations dans toutes les provinces et les territoires, qui incluent en Ontario la plus grande augmentation depuis des décennies. C'était l'équivalent de 5 millions plus 1 million, donc 6 millions pour gérer l'augmentation du prix de la nourriture. Terre-Neuve et Labrador vont aussi augmenter leur financement. On passe de 500 000 à 10 millions. Donc, c'est énorme. On sait que les provinces et les territoires qui s'engagent pour financer et pour travailler avec le gouvernement sera un point clé du succès. Donc, l'interaction entre le travail que notre coalition fait et ce qui se passe au niveau fédéral et provincial, c'est très important. Par rapport aux meilleures pratiques, on peut penser à la présentation de Jean-François. On anticipe vraiment de discuter davantage avec vous lors des prochains webinaires. Plusieurs d'entre vous vont peut-être nous rejoindre et si vous n'êtes pas certain de pouvoir participer ou vous ne savez pas comment, vous pouvez me rejoindre par courriel et on va vous donner de l'information. Merci pour tous les participants et participantes. Je vois qu'il y a des belles connexions qui se font dans le chat aussi. Ceci conclut notre webinaire public. Nous allons partager l'enregistrement plus tard et nous allons essayer de partager des ressources aussi pour tous ceux et celles qui se sont enregistrés et dont nous avons les adresses courriels. On va prendre une petite pause. On va terminer la portion publique du webinaire et on va commencer la portion pour nos membres dans 5-6 minutes.
Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous joindre à nous si vous vous présentez dans le chat. Pour maintenant, on prend une petite pause et pour ceux et celles qui s'en vont, ben merci encore et de votre participation et vous pouvez fermer vos caméras. Un autre invité que nous allons avoir, c'est le ministre Serge Cormier qui parle de son projet de loi qu'il propose. Et donc, il va parler à 1h45 par rapport à ce projet de loi. Merci tout le monde. Et oui, on reste sur le même lien pour les membres pour la continuation.